Dans cet hélicoptère, des hommes des forces spéciales françaises au Sahel, dans leur lutte contre le terrorisme islamique. Ce matin, ils mènent une opération de reconnaissance, toujours à haut risque. Après 30 minutes de vol, descente au sol en corde lisse. Un exercice périlleux. Souvent, c'est là où l'ennemi en profite pour essayer de prendre le dessus, car il y a une remontée de poussière, une visu qui se diminue, et le temps de la mise en place, c'est là où on est le plus faible. On essaye d'être le plus efficace possible au sol. En quelques secondes, tous les hommes sont sur le terrain. La mission peut se poursuivre. Toujours au cœur des lignes ennemies, ces soldats d'élite appartiennent au 1er RPIMA, le premier régiment de parachutistes d'infanterie de marine. Mobilisables à tout moment, ces combattants de l'ombre sont capables de frapper partout, en petits groupes de commandos. Je connais chacun des opérateurs de mon groupe. On est entraînés, on est formés et je suis confiant. Les forces spéciales sont capables d'affronter les terrains les plus dangereux de la planète. Il faut aimer le risque, il faut s'en méfier aussi. On n'est pas des casse-cou. Leur force, la discrétion. Leur méthode, l'action éclair. Forcément, on a peur. C'est quand même rationnel d'avoir peur quand on est en opération. Mais derrière, on est solide et fort pour justement dépasser ça et mener notre mission à bien. Pour la première fois, nous avons pu filmer ces soldats d'exception à l'entraînement et même en mission au Sahel. Depuis 2013, appelés par les gouvernements africains aux côtés de l'opération Barkhane, les forces spéciales combattent les djihadistes qui gangrènent toute la région. On travaille pour la France, au service de la France. On part à l'étranger, loin de nos familles, pour défendre les valeurs de notre patrie. Leur mission, harceler l'ennemi. Capturer ou neutraliser des djihadistes. Libérer des otages, comme en ce jour de novembre 2015. Dans l'actualité de ce vendredi 20 novembre, cette prise d'otages dans un hôtel de Bamako au Mali, les forces spéciales françaises sont intervenues. Après avoir neutralisé les terroristes d'Al-Qaïda, les forces spéciales libèrent une centaine d'otages. On est face à un ennemi qui tue en permanence, qui tue en masse. Et forcément, si on doit tuer notre ennemi, on le fera. Parce que lui, en tout cas, il n'hésitera pas. Exceptionnellement, nous avons pu suivre les soldats du 1er RPIMA en mission pour capturer un haut responsable djihadiste. Pour cette opération, on avait 15 minutes pour exécuter l'opération, donc il a fallu aller très vite. On a une cible, une coordonnée. La mission, elle doit être faite. Il faut aller au bout et tout donner pour ça. Comment ces commandos vont-ils mener cette opération? Immersion exceptionnelle avec ces guerriers de l'ombre que personne ne voit jamais. Le 1er régiment de parachutistes d'infanterie de marine est basé dans le sud de la France. Ces hommes le disent eux-mêmes. Celui qui franchit le porche du 1er RPIMA change sa vie pour toujours. C'est ici qu'ils se préparent aux dangereuses opérations qu'ils mènent. Et pour garder leur haut niveau de force spéciale, l'entraînement ne s'arrête jamais. Les otages, ce sont 2 couples qui ont été capturés il y a 2 jours. Okay, la règle d'engagement, elle est simple. Autour de la zone de détention des Oscars, ouverture du feu sur tout Pax armé. C'est bon pour tout le monde ou pas? Le détachement du capitaine Kyle part dans quelques semaines au Sahel. Cet exercice grandeur nature de libération d'otages est l'un des derniers pour ces 30 hommes habitués à intervenir dans les situations les plus difficiles. Ça correspond à ce cratère, d'accord, avec une particularité, c'est une zone construite type bunker qui est à moins de 200 mètres de l'objectif. Quel que soit leur grade,
tous reçoivent les mêmes informations. Avec la mer juste à côté, etc. Est-ce qu'il y a des questions ou pas? Moi, est-ce que c'est clair? Allez. Le risque, pour moi, c'est la mauvaise planification, le mauvais choix tactique qui peut avoir comme conséquence la blessure, la perte d'un de mes hommes. Et ça, c'est la chose sur laquelle on n'a pas le droit à l'erreur. Particularité des forces spéciales, ce sont les équipiers d'assaut eux-mêmes qui élaborent leur plan d'action. Eux, ils vont nous griller, et nous, si on est ici et que vous êtes là, on pourra rien faire vers le sud, quoi. Les mecs, ils peuvent se barrer vers le sud. Ici, les hommes sont aussi experts en cartes et en stratégie face à l'ennemi. Pour moi, la zone rouge sur l'analyse ennemie, c'est ce bois-là. C'est vraiment là où on serait capable de perdre notre otage. Ils ont moins de 2 heures pour préparer l'opération de ce soir, exactement comme ils le feront en mission. On est bon en discussion. On réfléchit si on était en vrai et de toute façon les modes d'action ce sera ce qu'on fera le jour J. Par rapport au terrain et aux renseignements qu'on a, par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on aura là-bas, ouais, on va devoir, on doit tout concevoir, ouais. On doit essayer de tout prévoir au maximum, quoi. En opération, ils font face à des ennemis dont ils ignorent le plus souvent le nombre exact et l'armement. Les équipiers doivent donc imaginer les pires scénarios pour réagir sans hésiter sur le terrain. À 28 ans, Gus est l'un des plus jeunes du groupe. Mais il a déjà 10 ans d'engagement aux premières PIMA, dont 7 comme tireur d'élite. On appelle ça de la simulation. C'est ce qui va nous permettre de faire des exercices en utilisant nos armes telles qu'elles sont. Et en fait, c'est des munitions modifiées où en fait il y a un sous-grammage ici en poudre pour avoir moins de puissance. Et au lieu d'avoir une ogive, on a ici une bille de peinture qui se décroche comme ça. Voilà, c'est ça qui part sur le plastron lors d'un exercice. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que le plastron en face lors de l'exercice, il est aussi muni de ces munitions. Donc en fait, on sent les impacts arriver si nous-mêmes on est touché. Selon l'impact, on s'est blessé ou décédé. Alors, une balle dans la tête, voilà, on ne triche pas avec non plus dans le scénario, on ne triche pas. Quelqu'un de touché, il est touché. Et là, pour le coup, ce soir, c'est ce que j'utilise pratiquement tout le temps, un fusil d'assaut de calibre 5,56. Les équipiers s'entraînent toujours avec leurs armes de combat, celles qu'ils utilisent en opération extérieure. Chaque soldat a les siennes, attribuées par le régiment. Ce soir, un premier groupe doit s'infiltrer pour libérer les otages. Une seconde équipe bloquera les ravisseurs en cas de fuite. Nuit claire, c'est l'un des dangers majeurs. Sur ce terrain sablonneux, comme en Afrique où ils vont partir, les ennemis peuvent être cachés n'importe où. L'infiltration doit se faire dans le plus grand silence. Les soldats commencent donc par un long moment d'observation discrète. Ils ne connaissent pas ces lieux et ne savent pas précisément où se trouve la cache des otages. Ils peuvent se faire tirer dessus à tout moment. À 60 mètres, il y a la bagnole. Ok. Il est où là? Il a juste dû passer derrière. Il y a vraiment... Les tireurs de haute précision se postent en hauteur pour protéger le groupe d'assaut. Et là, votre position. Le capitaine Kyle centralise toutes les informations et commande l'action. Pour info, le laser pointe dans une direction dangereuse, possible Pax armé. De Kyle bien pris. Grâce à leurs puissantes lunettes de visée, les tireurs de haute précision peuvent détecter les ennemis cachés à plusieurs centaines de mètres. La zone est vaste. Les équipiers de l'assaut progressent lentement. Ils surveillent tout le flanc ouest avec leurs jumelles de vision nocturne. Ils se préparent au combat. À l'est, les tireurs de haute précision sont en alerte, prêts à riposter à toute attaque. Au sud, le capitaine Kyle avec le transmetteur radio et le médecin qui accompagne toujours au plus près les forces spéciales.
Ok, Laurent, t'as un mec non armé à 50 mètres au sud de ta position. Soudain, les commandos lancent l'assaut. L'attaque dure quelques secondes. La priorité est de sauver les otages. Les terroristes sont neutralisés. Près de l'ennemi abattu, les commandos découvrent un homme et une otage blessée par les terroristes. Elle est blessée, elle s'est fait tirer dessus. Où est-ce que t'es blessée? Non, moi elle, mais oui. Ok, encore. Aidez-moi s'il vous plaît, j'ai vraiment mal. Ok, bougez pas, bougez pas. Aussitôt, les soldats appellent le médecin et vérifient que l'homme est bien un otage. Ok, mets-toi à genoux. Les otages sont joués par des civils que les commandos ne connaissent pas. C'est bien toi, Mathéo? Oui. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je suis étudiant. Toi, ça va, t'es pas blessé? Non, c'est bon. Ok. C'est quoi, tu sais ce que c'est une plaie par balle ou pas? Ouais, plaie par balle, ouais. On m'a dit qu'elle s'était fait tirer dessus. Excuse-moi, Marek, le médecin du groupe, est lui-même parachutiste des forces spéciales. Il participe à toutes les opérations. Pour l'instant, j'ai juste passé les mains derrière, il n'y a rien. Il n'y a rien, ok. Ça saigne pas, rien. Vous allez nous sauver là? Oui, ça va bien se passer. Hein? D'accord? Ça va bien se passer. T'as pris le pouls ou pas? Il vérifie que la victime ne souffre pas de blessures cachées. Ok, j'ai un petit pouls rapide, filant et difficilement perceptible. Ok. Le médecin travaille avec 2 équipiers du groupe d'assaut, qualifiés pour soigner les blessures au combat, même graves. On a passé des écharpes. Écoute, tout va bien. Je vais juste te perfuser, d'accord? C'est bon. Bon bah Eva, ça va mieux, mais on passe quand même le plasma parce que ça a saigné. D'accord. Et dans 20 minutes, l'hélicoptère sera arrivé, ok? RAF, ils sont de nouveau au contact. Mais les terroristes relancent leurs attaques. Ok, plus au sud pour 150 mètres, ils sont de nouveau au contact. Protégé par le groupe d'assaut, l'otage blessé est exfiltré. Dans ce genre d'opération à haut risque, le médecin du groupe est toujours avec les commandos. Le médecin, c'est une ressource qui est unique, donc il ne faut pas qu'on se mette en danger inutilement. Néanmoins, c'est aussi, ça fait partie des caractéristiques non seulement des médecins infirmiers de l'armée française, mais encore plus dans les forces spéciales, d'être le plus près possible pour pouvoir intervenir le plus rapidement possible et gagner des délais. Cette nuit, les hommes du détachement de Kyle ont réussi leur opération de libération d'otages. Ils arrivent. Pour eux, c'est l'ultime calage avant leur départ pour le Sahel. T'es good? Allez! Boostez-vous. Le premier RPIMA est sollicité par l'état-major des armées pour les missions les plus sensibles. La devise du régiment, qui ose gagne. Traduction du fameux Who Dares Wins du Special Air Service, le SAS. Car le premier RPIMA est l'héritier de cette prestigieuse unité britannique, où se sont engagés les parachutistes de la France libre. Les SAS ont combattu les nazis pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Ils ont inventé les méthodes commando. Sabotage, embuscade, combat rapproché. Des petits groupes qui attaquent derrière les lignes ennemies. Dès 1942, en Afrique, avec leur fameuse Jeep du désert, les SAS français et britanniques lancent des raids incroyables contre les bases allemandes pour saboter les avions. Aujourd'hui, comme leurs ancêtres, les patrouilles SAS du premier RPIMA demeurent les meilleurs spécialistes de l'infiltration motorisée pour intercepter des ennemis. Dans ces dunes, ils s'entraînent à progresser en terrain difficile. Ce jour-là, le convoi de 10 hommes est composé de 2 puissants VPS, héritiers des Jeep SAS, un buggy de combat
le MRZR, un quad pour la reconnaissance furtive et une petite moto électrique. Le chef, Darrell, est en tête pour diriger le mouvement. Le convoi ne doit jamais se retrouver bloqué. Je vais dégager la piste. Voilà. Les VPS de tête sont puissamment armés. Pour le chef de bord, au moins une mitrailleuse de 7,62 sur le capot pour riposter aux attaques. Et pour le tireur debout, une mitrailleuse de 12,7 capable de percer du blindage léger. Le but pour nous, qui nous présentons en premier sur la zone dangereuse, c'est de s'exposer au maximum pour protéger le reste de la patrouille qui va franchir. Dernier. Chaque véhicule peut transporter entre 400 et 700 kg de matériel. On est autonome 7 jours en vivre et en carburant. On peut aller jusqu'aux milliers de kilomètres avec nos véhicules. On a cette mobilité qui nous permet certes d'être moins blindés et plus fragiles, mais en même temps d'être très mobiles. On a des procédures particulières qu'on développe et qu'on travaille. Il faut être rapide et figurant. Depuis 2013, au Sahel, ils sont confrontés au sable. On dégonfle. C'est donc sur un terrain mou qu'ils s'entraînent avant le départ. Et il faut commencer par dégonfler les pneus. On était à combien? 2,8? On était à 3 bars. Quand on dégonfle, la superficie du pneu augmente. Donc comme ça, on a plus d'adhérence. Et sur le sable, ça nous aide. Donc soit on a un dégonfleur, soit on prend à la montre et on sait exactement combien de temps on dégonfle sur la roue avant droite, la roue avant gauche en même temps, de manière à ce qu'elles aient la même pression après avoir dégonflé. C'est la méthode dégradée. On apprend toujours à travailler avec le confort du matériel et en dégradé si besoin. Si le matériel ne marche plus ou si tout simplement on l'a pas. Un réglage à terminer au plus vite, car tout ce qui ralentit le convoi est dangereux. La priorité est d'avancer jusqu'à la cible. Là, on vit un peu ce que les pêcheurs de la mer Baltique vivent par forte houle. Là, la zone, elle est complètement sablonneuse, on s'en rend pas compte parce que le pilote, il connaît son travail. Et là, n'importe quel véhicule pourrait s'arrêter en bas et ne plus pouvoir remonter. Là, son travail à lui, c'est de combattre en plaçant son véhicule correctement et de m'amener à bon port en franchissant correctement. On va essayer d'aller profiter de l'inertie, faire la boucle là pour remonter là. Et on tentera celle-là. Là. Celle-là, c'est l'Everest. C'est bon, Franck? En mission, ces patrouilles SAS doivent pouvoir franchir les côtes les plus raides. Ça monte plus là? J'ai essayé. Ah oui. T'as qu'à me laisser là. Darrell veut contrôler le comportement du véhicule. Je vais rester là-haut pour regarder comment il monte, si ça monte bien. Et toi, tu fais la boucle là, tu te remets au plus haut pour revenir. À la troisième tentative, ça passe. Et ben voilà. Les hommes du premier RPIMA doivent être capables de maîtriser tous les types de véhicules, y compris les motos. Le détachement est donc en stage pour que tous les équipiers soient au même niveau, capables de franchir des terrains difficiles. Très utilisées en Afrique, ces machines permettent de passer inaperçues. Pour améliorer leur performance, un entraîneur hors pair, Serge Nuc. Champion d'enduro, de rallye tout-terrain et cascadeur. Moi j'ai une technique pour descendre dans des endroits très abrupts. Donc ma moto, je vais essayer de faire corps avec elle en venant me caler les selles dans son réservoir. Je relâche un peu mon embrayage et dès que ça va partir, je balance les pieds en avant et je la laisse faire.
On est bon, mais au début, on s'entraide, hein, parce que sinon, ça va partir un petit peu en cacahuète. Allez. Ah, c'est bon, ça va y aller, là. C'est pas grave, là, je t'en ferai avant, Voilà. Oh, oh, oh. Démarrage en côte. Quand on est au-dessus, face au vide, on n'est pas sûr que ça se passe bien avant de descendre. Ben, c'est une super chose parce qu'après, il faut le transposer à ce qu'on pourrait rencontrer sur des théâtres d'opération. En fait, on va être sur des terrains qui seront assez accidentés, donc l'utilité est là, en fait, de ce stage. Pour accompagner le détachement en opération, Marek, le médecin, est aussi en stage avec les équipiers. Jusqu'à hier matin, je n'avais pas touché de moto ni de scooter de ma vie. Et l'important pour moi, c'est pas d'aller vite, mais c'est surtout de franchir tous les obstacles et de ne pas me mettre en danger. Parce que si je casse une moto ou si moi je me blesse, ben en fait, c'est toute la mission qui est compromise et parce qu'on a un blessé et que du coup, ça change complètement la configuration de la mission. Voilà. Ils savent pourquoi ils sont là, en fait. C'est pour progresser dans leur mission, donc ils savent que c'est important et vital, quelque part. Donc l'implication, je pense qu'elle est à 100%. En quelques heures, plus personne n'hésite sur le sable. Mais il faut aussi que les commandos soient capables de réparer avec les moyens du bord en cas de panne. Il n'y a plus d'embrayage. Là, l'embrayage, il est complètement tendu, il n'y a pas de garde, ça fait que ça patine tout le temps. Okay. Donc là, il faut détendre la garde. Tu peux arriver à le desserrer comme ça là ou pas? Moi, j'ai pas de gants. Le but, c'est d'apprendre au gars, quand il récupère une moto, à faire les 2-3 vérifications et manip d'usage pour pouvoir l'utiliser très rapidement. L'objectif est là. Mais l'apprentissage n'est pas terminé. Difficulté supplémentaire, les équipiers du premier RPIMA vont maintenant s'entraîner au pilotage de nuit. Avec leurs fameuses jumelles de vision nocturne, les JVN. Un atout précieux pour les forces spéciales qui opèrent le plus souvent de nuit. L'idée, c'est de se rapprocher le plus possible de nos sens de jour pour pouvoir mieux déceler ce qui se passe dans un rayon de 30 à 100 mètres. Là, en fait, je suis en train de régler l'écartement de mes bonnies au niveau de mes yeux pour élargir mon champ visuel et le réglage optimal pour la conduite en auto. C'est la première fois que le groupe utilise les jumelles de vision nocturne pour conduire une moto. L'intérêt dans un premier temps pour vous, c'est individuellement, c'est vous familiariser avec les JVN moto et le terrain. Avec la pluie, il y a un énorme bassin de flotte qui est tout au bout. Il n'y a aucun piège, donc cherchez pas la complication. Il y a un axe tout droit là qui est assez long, donc voilà. Ok. À votre main. Allez mon gars, on y va. La conduite à 50 km/h dans le sable, avec jumelles de vision nocturne, va s'avérer délicate. Tout feu éteint, il faut repérer son chemin sans erreur et éviter les ornières. Oh putain, parce que moi ça me fait les bras là. À droite, arrête. La difficulté, c'est qu'on n'a pas du tout la même perception en fait, de l'environnement. On ne voit pas du tout le relief comme de jour. Donc du coup, on va beaucoup moins vite et le danger il est d'autant plus accentué, quoi. Marek, le médecin, novice en moto, s'en est bien sorti. 0 gamelle, donc c'est quand même une petite victoire. Là, du coup, on y va à fond. Avec plus de vitesse, c'est beaucoup plus stable, donc ça passe beaucoup plus facilement. Donc non, c'est une bonne soirée. Après là, on a roulé sur peu de temps, donc il faudrait voir aussi à la longue la fatigue que ça entraîne sur une infiltration de plusieurs heures.
experts en attaque surprise, ces soldats d'élite sont tous des tireurs de très haut niveau. Une spécialité qu'ils entretiennent chaque jour. Je vais vous annoncer des codes, avec un code avec des lettres et des chiffres. Vous tirez un coup dans chaque zone annoncée, d'accord? 5, c'est top! « 8, F, top !» Les tirs se font à balles réelles avec leurs armes de mission. On va chercher à tirer le plus rapidement possible sur une cible qui va nous être désignée ou qu'on va engager nous-mêmes, et avec le maximum de précision. Leur arme principale, le fusil d'assaut HK416. Et en secours, un pistolet 9 mm. Pour faire face à toutes les situations, ils doivent pouvoir changer d'arme à tout moment. Le groupe qui est là, en fait, c'est un groupe donc, qui est habitué à travailler en combat en milieu clos. Donc, on nous demande derrière de pouvoir faire de la libération d'otages et où on nous demande d'être très précis sur nos tirs. Voilà, sur les cibles qu'on va rencontrer, en fait, on n'a pas... Une expertise qui leur a permis plusieurs fois de sauver des dizaines de vies et de faire, malgré eux, la une des journaux, comme en novembre 2015. Dans l'actualité de ce vendredi 20 novembre, cette prise d'otage dans un hôtel de Bamako au Mali, prise d'otage terminée ce soir, on compte au moins une vingtaine de morts. Les 2 assaillants ont été tués, ils appartiendraient à Al-Qaïda. Les forces spéciales françaises sont intervenues. Ce 20 novembre 2015, les forces spéciales lancent l'assaut contre les djihadistes qui retiennent plus de 100 personnes en otage. Ils neutralisent les assaillants et libèrent des dizaines de personnes. Depuis, ils sont intervenus pour sauver d'autres otages dans plusieurs pays. Des actions restées dans l'ombre, mais qui sont particulièrement éprouvantes pour ces spécialistes de l'assaut. On essaie de vraiment axer notre travail sur le milieu clos, qui pour nous est le milieu le plus dur, dans le sens où c'est des contacts qui sont beaucoup plus rapprochés. À l'intérieur des bâtiments, on va être dans un milieu qui est très confiné, donc qui est déjà plus dangereux. Pour ces interventions en milieu clos, les forces spéciales subissent un entraînement spécifique dans ce centre ultra sécurisé du sud de la France. Il est unique en Europe. Exceptionnellement, nous avons pu accompagner une vingtaine d'hommes du 1er RPIMA, spécialistes de la libération d'otages. Le commandant Iban, qui dirige toute l'opération, impose le scénario et son tempo très serré. Je vous demande dans cet exercice de vous mettre déjà dans une optique, pas d'exercice, mais dans une optique réelle. Là, on est en train d'opérer au Mali, on est en train d'opérer sur une libération d'otages, on est en train d'opérer en urgence, donc préparation crash, on va à l'essentiel et on opère. La situation ennemie, on a Teddy, qui est maintenant rentré dans une milice et qui s'est rapproché de l'État islamique, donc un mec qui sait se servir de son arme, et une douzaine de mercenaires avec lui, djihadistes de plus ou moins bon niveau. Il a capturé 2 otages d'origine belge, une femme et un homme d'une vingtaine d'années, des touristes. On sait très bien que les otages risquent leur vie, donc on ne peut pas se permettre d'attendre trop longtemps, il faut intervenir. La mission consiste à infiltrer ces 2 gros bâtiments truffés de pièges. Nom de code, bleu et rouge. À l'intérieur, 2 otages à sauver et un chef djihadiste à capturer. Les soldats ne savent pas où ils se trouvent. Dans ces bâtisses, de nombreux ennemis sont cachés. Ici, les troupes d'élite se préparent à tous les scénarios. Cette fois, ils vont tirer à balles réelles et manier de vrais explosifs, comme en opération. Pistolet 9 mm, fusil HK416, gilet pare-balles. En termes de protection balistique, on est sur du classe 4. Donc ça protège tout ce qui est 7,62 et 7,62 perforants. C'est ce qu'on retrouve notamment au Sahel. C'est ce qui est sur les AK-47, les Kalachnikov, et les fusils de précision. En plus, on a des charges individuelles, de l'explosif en plus, pour nous affranchir des portes verrouillées. En fait. Ok, les mains.
Nous, on avance, on rentre dans le bâtiment. Tout ce qu'on peut gratter en souplesse, on le gratte en souplesse. À partir du moment où on sera décelé, bon là, ça part en dynamique. Donc là, on fait notre job. Et après, la PATSAS rentrera dans leur bâtiment. OK? Question, les gars? Allez, en avant. La mission est périlleuse. Les soldats ne connaissent pas la configuration des lieux. Le danger peut être partout. Dès l'entrée, une bande-son retentit à plein volume pour les déstabiliser. Mais ils demeurent concentrés et posent les explosifs sur les portes des bâtiments. Au quartier général, le commandant Iban surveille la progression des groupes comme en mission. Je faisais une charge sur Rougeois, je suis en mesure de rentrer sur votre j'attends votre verre. 10 reçus, vous avez le vert pour rentrer par effraction dans rouge et dans bleu. OK, vert, vert. L'opération est lancée. Au quartier général, les superviseurs commandent à distance des explosions et des tirs contre les commandos. Attention pour la grenade, attention pour la grenade, tu peux l'envoyer là. Ils doivent contrer immédiatement n'importe quelle attaque ennemie. On sait qu'il est là, on sait qu'il nous tire dessus, on le voit le faire même, donc ouais, c'est très particulier. C'est un combat qui est très rapproché, voire direct. C'est un milieu où il y a du matériel, donc c'est un milieu où il y a des projections. On ne connaît pas forcément l'épaisseur de la paroi, de la porte derrière laquelle on est caché. Vu qu'on sait que l'ennemi n'est pas loin, en fait, ça multiplie un petit peu tout ça, et puis du coup, ça fait qu'on a un petit stress supplémentaire. Pour corser le scénario, le commandant Iban ajoute une nouvelle menace des ravisseurs. Nous venons de faire une interception de coup de fil de Teddy pour dire que s'il n'avait pas eu 5 de ses prisonniers libérés, il allait exécuter les otages. Derrière cette porte barricadée, dans une minuscule pièce, le groupe découvre le premier otage. C'est Corinne, un mannequin grandeur nature. Cette grenade assourdissante sert à paralyser son geôlier. Ouais, donc rouge quitté, Corinne vert. Corinne vert signifie qu'elle est en bonne santé. Mais les équipiers doivent encore sauver son compagnon, Karl, et capturer le chef terroriste, Teddy. Les soldats avancent dans un dédale de couloirs et de pièces. À tout moment, ils sont prêts à riposter aux tirs ennemis, commandés par les superviseurs. Vas-y, éteins la lumière. Immédiatement, les commandos doivent utiliser leurs jumelles de vision nocturne. Quelques secondes de réglage qui peuvent être dangereuses. On sait ce qu'on a à faire, on sait qu'on doit le faire. Donc même si on arrive sur des points bloquants, on va trouver la solution pour et essayer de prendre la meilleure pour faire ce qu'on a à faire. Ouais. Dans ces cas-là, la confiance entre équipiers est essentielle. Le fait d'être dans un milieu confiné, on est proches l'un de l'autre. Donc mine de rien, ça amène cet esprit un petit peu plus de cohésion encore, de fraternité. Du coup, on est beaucoup plus proches, on se sent fort en fait. Et du coup, c'est pour ça que derrière, on prend les bonnes décisions et on fait le job, quoi. Dans bleu, l'autre bâtiment, le deuxième groupe d'assaut ratisse les pièces une à une. Et au premier étage, il débusque le chef djihadiste, Teddy.
Pour le capturer, ils utilisent les grenades assourdissantes. Regarde ton arme là-bas. L'homme est vivant, étourdi, sur le sol. Je t'ai dit. Regarde aux jambes, il est blessé. Non, il a rien. À deux, les gros. Je prends l'épaule. Teddy, le mannequin, pèse plus de 70 kilos. Avec cette charge, le groupe progresse moins vite. Mais il manque encore le deuxième otage. Ok. Alors que les attaques ennemies redoublent. Quelques minutes plus tard, le groupe découvre enfin le second otage, Karl. Mission accomplie. 0 unité de 10, donc bilan, corrigé, Karl récupéré, état de santé vert. Donc je te demande de te réarticuler et de t'exfiltrer au plus rapidement maintenant. 10 reçu. Les deux otages sont sauvés, le chef djihadiste capturé. L'exercice est terminé. Et parfois, vous pensez que la chance est avec vous? Elle est forcément avec nous, oui. Oui, elle est, oui. Ouais. Elle fait partie du métier, de toutes les façons. On a des compétences, on a des savoir-faire qu'on applique, mais le facteur chance y fait aussi beaucoup. Avec les forces spéciales de l'armée de l'air, le premier RPIMA dispose d'une compétence exceptionnelle pour l'infiltration. Une méthode que peu d'armées dans le monde maîtrisent. Le saut en parachute à très grande hauteur, sous oxygène. De 4000 à plus de 8000 mètres d'altitude, l'avion vole sans être entendu au sol. Cette technique de très haut niveau requiert une préparation exigeante. Une fois que ça s'est fait, on va remonter les câbles et les bloquer. On monte pas le SA-17. Dans l'avion, tout le monde est qualifié oxy, c'est-à-dire apte à travailler sous oxygène. On compte une bouteille pour 4 personnes. Et tous passeront sous oxygène quand l'avion sera dépressurisé. On contrôle les maneaux de pression. Didier, chef largueur au premier RPIMA, dirige la manœuvre. On connecte le masque de secours. C'est OK. Un saut sous oxygène, c'est une procédure qui est très lourde. L'oxy, en fait, c'est comme une partition de musique. Moi, en liaison avec le commandant de bord, je vais être le chef d'orchestre de tout ça. Et chacun sait très bien ce qu'il a à faire à un moment donné. Kevin, tu les veux comment les matchs? À H-20 minutes, là, on va passer sous équipement. Donc tout le monde va commencer à respirer. À H-5 minutes, on va inspecter les paras. Donc là, ça va très vite. Donc c'est pour ça qu'on n'a que des gens qui sont rodés, qui maîtrisent parfaitement la mission qu'ils ont à faire. Et vous inspectez quoi? Tout. Le parachute, le bonhomme, les équipements O2. À H-3 minutes, on va les débrancher de la bouteille collective. Ils vont être directement sur leur bouteille individuelle, avec l'autonomie qui va avec. Et puis là, ils sont partis. Les parachutistes calculent eux-mêmes leur plan de vol selon les vents et le relief. Car il faut prévoir des zones d'atterrissage d'urgence. Moins 23. Très bien. S'il y a une grande forêt, ça c'est un obstacle pour nous. Parce que du coup, il faut qu'on prenne un point avant et un point après pour être sûr de pouvoir poser dans de bonnes conditions. On calcule surtout toutes les zones de sécurité avec tous les problèmes qu'on peut rencontrer et surtout notre circuit d'arrivée sur notre drop zone, quoi. Vous faites porter une responsabilité importante sur le travail. Bah, c'est sûr que si à la fin du saut, on se rend compte que personne n'est sur zone, ce sera forcément en partie notre faute, quoi. Donc oui, forcément, on s'applique, on fait en sorte que ça fonctionne, quoi. Surtout en opération où là, on n'a pas le droit à l'erreur, quoi. En sautant à très haute altitude, les forces spéciales ne cherchent pas à descendre directement au sol, mais au contraire, à parcourir plusieurs kilomètres dans les airs pour rejoindre un point précis. La particularité du saut sous oxygène, c'est qu'on va prendre de l'oxygène pur, donc 100% d'O2, ce qui va nous permettre de sauter à très grande hauteur. Et on va partir avec tout un système de navigation, GPS, pompe à boules, voilà, qui va nous permettre de s'infiltrer sur des très grandes distances. Plus on saute haut, plus on va loin.
Ça permet d'approcher furtivement un objectif. Et est-ce que physiquement c'est plus éprouvant qu'un saut classique sans oxygène? Alors c'est plus éprouvant parce que ça demande plus de concentration. Voilà, pour soi, pour les équipages. Comme c'est un saut plus contraignant, à la fin on est plus fatigué. Voilà. Ce jour-là, les chuteurs Oxy du 1er PIMA vont sauter avec des forces spéciales de la marine et de l'armée de l'air. Comme en mission, les 3 armées travaillent ensemble. Avant le saut, les contrôles s'enchaînent. Donc ça, 3, 104, 105, ici avec moi s'il vous plaît. Masque accroché à droite. Système LOR, verrouillé. Le dos principal, jambe verrouillale. Oui, on va refaire une vérification pour que justement il n'y ait pas de problème. Même s'ils ont appris à s'équiper, c'est une mesure de sécurité supplémentaire pour eux et que tout se passe bien dans l'avion et pour leur sortie. Pression et débit VI. Ok, c'est bon. Dans l'avion, chaque parachutiste a sa place numérotée avec une arrivée d'oxygène dédiée. Et il répète les signes de sécurité avec le largueur qui s'occupe de lui. Ok, la réponse est ok, d'accord. Si vous êtes en manque d'air, vous faites ce signe-là. Sur la rampe, le largueur Slim guidera les équipiers juste avant le saut. Il vérifie plusieurs fois la sangle de sécurité qui lui évite de passer par-dessus bord. Il faut quand même une sécurité parce qu'on peut à tout moment partir et surtout en vol. Et ben, lorsque la rampe elle est à 90 degrés, il y a quand même le vent qui s'engouffre en fait, au niveau de la rampe et qui tape au niveau des jambes. À l'approche de la haute altitude, les parachutistes sont les premiers à passer sous oxygène pur. 30 minutes avant de sauter pour éviter tout accident vasculaire. À l'ouverture de la rampe, c'est le largueur qui donne le signal du saut et accompagne le parachutiste. La température est de moins 20 degrés. Les parachutes sont ouverts, l'infiltration commence. Le petit groupe manœuvre dans les airs pour rejoindre le point d'atterrissage ciblé à plusieurs kilomètres. Dans quelques jours, cette technique de haut vol pourra être utilisée dans une approche discrète de l'ennemi pour monter au combat ou capturer un chef djihadiste. Les forces spéciales françaises au Sahel interviennent aux côtés des pays en lutte contre le terrorisme. Dans cette base avancée du Nord Mali, une cinquantaine de soldats d'élite, du 1er PIMA et du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Le petit camp, récemment rendu aux forces maliennes, est très protégé en raison des attaques djihadistes. Pour la première fois, les forces spéciales ont accepté d'être filmées ici. Dans leur base, les hommes sont en alerte 24 heures sur 24. Ils enchaînent mission et entraînement. Quelques jours plus tôt, ils ont utilisé ces motos qui sont partout en Afrique pour une mission d'embuscade et de neutralisation d'un chef de réseau terroriste. L'opération qu'on a faite, c'était sur un terrain qui était assez sablonneux, sur 2-3 heures d'infiltration. On a eu quelques chutes. Maintenant, on a toutes nos protections balistiques, ce qui nous rend la tâche un peu plus difficile au niveau de l'aisance et surtout au niveau de l'encombrement. Mais c'est quelque chose qui se fait bien quand même. Si jamais une moto tombe vraiment en panne? Là, sur une moto comme ça, d'achat local, clairement, on l'abandonne sur place. On la sabote, on la laissera pas non plus comme ça, mais on va pas s'encombrer avec. Dans ce Nord Mali, il fait 50 degrés en journée. Mais les hommes du 1er PIMA doivent garder la forme. La base, rustique au départ, a été bien améliorée depuis 2013. Aujourd'hui, il y a de l'eau pour tout le monde.
Bastien est depuis 9 ans au régiment, tireur d'élite et spécialiste en explosifs. On fait la vaisselle ici, on se lave les dents. De l'autre côté, on a les blocs de douche. Voilà, c'est ce qu'on appelle des douches de campagne. Donc c'est plutôt pratique parce que c'est des choses qui peuvent se monter un peu partout sur le terrain. Il n'y a pas d'eau chaude, mais il fait assez chaud ici, donc c'est pas mal. On va dire que c'est rustique, c'est sûr pour tout le monde, mais pour nous, c'est largement suffisant. Les logements aussi sont plus confortables, avec désormais un toit, des portes, des fenêtres et la climatisation. Donc voilà, je vous présente notre chambre. Donc c'est une chambre pour 3 personnes. Hein. Vous pouvez voir, ça fait, on va dire, une dizaine de mètres carrés, donc c'est pas mal. Donc ça, c'est mon coin à moi. Donc voilà, on a réussi à avoir tous une petite armoire pour pouvoir mettre nos affaires personnelles. Donc, toujours l'armement avec nous, prêt à. Tout le monde garde en règle générale son fusil à portée de main. On ne sait jamais, je ne dis pas qu'il se passera quelque chose, mais c'est toujours bien de l'avoir à portée de main. À force, réellement, on est habitués à vivre ensemble. Donc je trouve que ça noue des liens super importants. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Après, c'est vrai que pour se reposer un peu psychologiquement, quand on a envie d'être un peu seul, c'est plus difficile. Mais vous voyez, on arrive toujours un peu à s'isoler à droite à gauche pendant le sport ou des choses comme ça. Ici, chaque opération mobilise les équipages du 4e régiment d'hélicoptères des forces spéciales. Les gazelles sont réservées aux tireurs de haute précision du 1er PIMA, comme Mirko. Là, quand je suis attaché, je mets au moins un genou, une jambe à l'intérieur et je suis vraiment recroquevillé comme ça pour être le plus stable possible. En vol, ce sont eux, les snipers, qui protègent les troupes au sol et surveillent les ennemis. La gazelle est ancienne, mais increvable, rapide au décollage, parfaite pour les missions d'urgence. En combat, elle est maniable pour plonger vers le sol ou prendre rapidement de la hauteur. Dans ces moments-là, les règles de tir sont très encadrées. On est en coordination avec le pilote et chef de bord, tout le monde est branché dans la machine. Et après, moi j'attends toujours le verre de mon chef de bord, c'est lui qui va prendre la responsabilité du tir. Et s'il me dit vert, bon ben après, c'est à moi de faire le boulot. Le chef de bord de l'hélicoptère reçoit lui-même ses ordres du haut commandement. Il y a vraiment 2 cas. Le premier, c'est une ouverture volontaire des feux. Là, c'est moi qui vais la déclencher. Et après, on a vraiment le cas de la légitime défense. Si on est prêt à partir directement. Les tireurs à l'arrière ont toute liberté pour riposter sans avoir une autorisation de la part. Les tireurs de haute précision comme Mirko peuvent toucher une cible à plusieurs centaines de mètres. En vol, avec la vitesse de l'hélicoptère, ils sont capables de calculer leur tir en quelques centièmes de seconde. Il faut surtout prendre en compte la vitesse de la machine. Généralement, le chef de bord nous annonce. Donc 80, 90, 100 km/h et c'est à nous de faire un dépointage pour pouvoir toucher la cible. Viser juste pour tirer juste. À la base, alors que les soldats révisent les motos pour un raid de nuit, Vince, le chef de groupe, les interrompt. Allez, venez là les gars, s'il vous plaît, comme ça vous pouvez reprendre vos activités là. Que vous sachiez, là il y a eu 2 attaques qui ont eu lieu ce matin vers 6h. Il y a un rassemblement de 2 ou 3 motos, 6 packs environ, plus un pick-up. N'oubliez pas d'avoir vos affaires prêtes à gicler vite. À 2 machines, on partira sans doute tous. L'opération est déclenchée. Le 1er PIMA doit intercepter un véhicule ennemi. La cible, un haut responsable de combattants islamistes recherché depuis de longues semaines. Une mission exceptionnelle, en plein jour, car l'interception est urgente. On a eu une cible, une coordonnée. Donc là, on mise en alerte extrêmement rapide. Les équipiers, ils savent ce qu'ils ont à faire. Ça drop sur le matériel, ça va très très vite. L'opération est trop sensible et dangereuse pour intégrer des civils. Il nous est impossible de filmer l'action. Mais les hommes du commando ont accepté de nous raconter. Il y a une bonne partie du trajet en hélicoptère où on réfléchit et on s'adapte. Parce que la situation tactique, elle change constamment et il faut s'adapter au moins dans notre tête avant de débarquer et faire une mission. Et donc là, Vince, le chef de groupe, qui lui est en communication avec le chef de bord de l'hélicoptère.
nous donne les dernières informations. La cible est en mouvement dans un véhicule. On est sûr qu'elle est là-bas. Et donc on doit intercepter le mobile. Donc d'abord par les airs, donc avec les hélicoptères. Et ensuite, les hélicoptères doivent nous poser pour qu'on aille capturer proprement dit les personnes à l'intérieur du véhicule. Les hélicoptères approchent. Un Tigre avec nous, un hélicoptère d'attaque, et la Gazelle avec des tireurs de précision. Donc là, les tireurs de précision font un tir capot pour arrêter le véhicule. Ça veut dire qu'on le fait arrêter en tirant devant le véhicule, on ne détruit pas le véhicule. Dans un premier temps, d'accord, on le fait arrêter. À titre tout à fait exceptionnel, le commandement des opérations spéciales nous a donné accès à ces images confidentielles de l'opération. Le véhicule est stoppé par le tir de sommation de l'hélicoptère, juste devant ses roues. Des hommes commencent à en sortir lentement. Et en fonction de la motivation de la cible, soit il va y avoir du répondant, soit ils vont se rendre. Et s'ils sont intelligents, ils se rendent. Parce que généralement, ils font pas le long feu si ça répond. Une fois le véhicule arrêté, pour moi, c'est le top départ. C'est un peu le feu vert pour faire poser ma machine et entamer mon action à moi, l'action au sol. Les forces spéciales du 1er RPIMA sont rapidement déposées. À distance, par sécurité, les soldats ordonnent aux hommes de se rendre. On ne sait jamais en fait si le véhicule est piégé, s'il y a quelqu'un de retranché dans le véhicule. Plus de jour avec les reflets des pare-brises, forcément on voit mal ce qui se passe à l'intérieur. Et donc on se rend compte qu'il y a 5 personnels, 5 adultes et un adolescent. Et à partir de là, de faire comprendre aux gens qui viennent de débarquer le véhicule que c'est à eux de venir vers nous et pas à nous de venir vers eux. Un à un, les djihadistes se rendent, sans combattre cette fois. Ça met un peu de temps, mais les personnes comprennent au final ce qu'on demande d'elles. Et ils ne cherchent pas non plus à faire n'importe quoi. C'est un peu apeuré, quoi, parce que bon, il y a quand même il y avait 4 hélicos qui tournent autour. Donc bon, ça surprend un peu quand on s'y attend pas. On les fait s'éloigner un peu des véhicules et puis s'allonger au sol. Pour qu'ensuite on puisse aller dessus et les menotter. Pour justement lever leurs vêtements, s'assurer qu'il n'y ait pas d'explosifs, pas d'armement dissimulé. Et ensuite, ils les conditionnent un par un. Menotter, entraver, ça nous permet de travailler en sécurité. Alors on savait que c'était quelqu'un d'important, mais non, généralement ils savent pourquoi on est là. L'un des hommes correspond au signalement du haut responsable djihadiste recherché. Les soldats doivent vérifier. Vous avez son visage déjà à reconnaître. Une fois que vous êtes sûr, vous avez soit une cicatrice, soit des points particuliers que vous venez chercher immédiatement. Puis de la même manière que vous lui posez des questions, pour être sûr que ce soit bien la bonne personne aussi. C'est bien la cible. Au-dessus de l'assaut, les hélicoptères protègent les soldats, mais surveillent aussi les alentours pour bloquer tout renfort ennemi éventuel. Car la mission n'est pas terminée. Et ensuite, nous, l'équipe appui, on va sur le véhicule et on commence la fouille du véhicule pour récolter le maximum de renseignements. Sachant que pour cette opération, on avait à peu près 15 minutes au sol pour exécuter l'opération. Donc il a fallu aller très vite. Tout ce qui va être téléphone, des papiers, toute chose qui pourrait les relier à des groupes armés terroristes. En moins de 20 minutes, les soldats du 1er RPIMA ont mené l'assaut et capturé le chef djihadiste. Aucun coup de feu n'a été tiré. Au final, on a eu la personne qu'on cherchait, personne n'a été blessé, puis on est reparti directement, avec 0 problème, donc ouais, mission réussie. Les commandos ramènent le chef djihadiste à la base. Il sera remis aux autorités maliennes. Aucune perte à déplorer côté forces spéciales, mais ce n'est pas toujours le cas sur ces missions dangereuses. Elles sont toutes ordonnées depuis le centre opérationnel des forces spéciales au Sahel.
C'est le colonel Charles qui commande les unités sur le terrain. Dans son bureau, les portraits de ces soldats de l'ombre qui ont péri en mission depuis 2013. On ne découvre leur visage que lors d'hommages posthumes. Tout soldat sait qu'il peut s'engager au péril de sa vie. C'est un choix qui est fait d'emblée, qui est assumé pour chacun d'entre nous. Et donc je crois qu'il faut rendre hommage à chacun de ces militaires qui sont allés au bout de leur engagement.